Cet objet que je tiens dans ma main est une cassette vidéo, plus communément appelée une VHS. Elle contient une bobine de bande magnétique qui permet de visionner ce qui s'y trouve, ou d'enregistrer ce que l'on désire à l'aide d'un magnétoscope. Durant 4 décennies, elle a permis au monde d'enregistrer toutes sortes de programmes télévisés, mais elle a surtout amené le cinéma, alors réservé à la salle de projection, dans nos foyers. Elle a permis à beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, de vous forger ce qu'on appelle une cinéphilie, en découvrant des classiques pas vus en salle, ou en vous intéressant à un cinéma méconnu, sombre, uniquement disponible sur ce support. Un objet devenu un vestige, mais qui a complètement chamboulé notre façon de vivre et de concevoir le divertissement. Un objet dont je vais vous raconter l'histoire. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo. Oli, c'est une marque de boissons énergisantes qui offre beaucoup d'avantages. Personnellement, je consomme un peu trop de boissons sucrées, et c'est pas l'idéal ni pour mon hygiène de vie, ni pour l'environnement. Avec Oli, c'est simple. Pas de canettes, pas de plastique jetable, pas de sucre, pas de taurine, des arômes et du colorant naturel, ça vient d'Europe, et en plus ça propose une énorme gamme de produits. Vous avez la gamme Iced Tea et la gamme Hydratation avec des goûts comme pomme thé vert, pêche thé noir, ou encore kiwi fraise, pamplemousse, et la gamme Énergie qui contient de la New Caf, qui vous garde en forme bien plus efficacement sur la durée, et qui offre aussi son lot de goûts extraordinaire. On a citron vert, on a raisin aussi qui est pas banal, et on a également le framboise agrume que moi personnellement je trouve incroyable. La préparation est simple, vous avez un petit shaker comme ça, on ouvre le shaker, dans le pot on a une petite cuillère à remplir qui représente une portion, donc attention de ne pas dépasser une portion pour 500 ml d'eau, parce que ça équivaut quand même à un grand café. On met ça dans le shaker, de l'eau bien fraîche surtout, hein. On fait bien attention que ce soit bien fermé, sinon on va en mettre partout, hein, bien sûr. Alors faut bien shaker par contre, hein. Faut pas hésiter, faut y aller. Ouais, ça défonce quand même. Là, j'avoue, ça défonce. Donc comme je vous le disais, vous avez le choix entre les pots qui contiennent 50 portions, ça c'est la gamme Iced Tea, et avec ce pot-là, vous avez un shaker offert. Vous avez aussi le pack découverte avec 14 portions et 7 goûts différents à l'intérieur. Et vous pouvez aussi vous offrir le thermos inoxydable qui garde la fraîcheur plus longtemps et qui est assez stylé quand même. Bref, il y a de quoi faire, c'est super bon, l'univers visuel est plutôt cool, la gamme de saveurs est top. Tout ceci est bien évidemment recyclable, donc quand on termine les pots, quand on ouvre un sachet, je vous invite à le recycler. Et si tout ceci vous intéresse, bah écoutez, je vous donne rendez-vous sur ce lien, également disponible en description. Et grâce à mon code promo RéservoirVlog5, vous aurez le droit à 5 € de réduction sur l'ensemble de votre commande. Donc, n'hésitez pas. Et à la vôtre. A l'origine, le cinéma est un spectacle, une expérience que l'on a tendance à vivre en dehors de chez soi. À la fin du 19e siècle, le cinématographe offre au monde une toute nouvelle forme de divertissement, à la limite du surnaturel. Des photographies animées projetées sur de grands écrans, la plupart du temps dans des musées, des cirques, puis dans des salles prévues à cet effet. Au fur et à mesure, ces images vont finir par raconter quelque chose. Les films sont de plus en plus longs, de plus en plus ambitieux. On y rajoute des effets d'illusion, du texte, de la musique, puis des voix, de la couleur, des effets pratiques. Le tout dans un seul but, offrir l'illusion du réel. Raconter une histoire qui plaira au plus grand nombre afin qu'il se déplace en salle moyennant le prix d'un ticket. Un business rodé, extrêmement judicieux, mais qui va connaître une de ses plus grandes révolutions à la fin des années 70. Achèterons-nous un jour en France des programmes de télévision comme on achète actuellement un disque? Bien sûr, et toutes les firmes européennes, américaines y travaillent. Nous allons donc vous présenter la solution japonaise. Il s'agit en fait de transformer le téléviseur en lecteur d'images, la source d'images pouvant être aussi bien une station comme l'ORTF que des satellites, que des bandes que vous avez chez vous. En 1956, le premier magnétoscope voit le jour. Il s'agit de l'Apex VRX 1000. Il fait la taille d'une pièce entière et coûte pas moins de 50 000 $. Un objet destiné à l'usage professionnel, alors qu'à la même époque, c'est le boom de la télévision aux États-Unis, et les foyers américains commencent à se remplir de cette fabuleuse invention qui diffuse toutes sortes de programmes. Et en plus, ça roule! On va pouvoir regarder Jackie Gleason pendant qu'on mange. Il faut attendre 1972 pour que le premier magnétoscope destiné au grand public soit commercialisé par Philips, avec le VCR, Video Cassette Recorder, qui offre à cette époque une capacité d'enregistrement de 45 minutes. Sony emboîte le pas avec le U-matic et la Betamax en 1975, suivi par JVC en 1976 avec son Video Home System, la VHS. On est donc à l'époque où plusieurs formats de vidéocassettes se battent pour la suprématie. Sony avec sa Betamax est un concurrent très sérieux, notamment grâce à une superbe qualité d'image. Mais le grand public veut surtout pouvoir enregistrer ses programmes favoris. Et avec ses 1 heure d'enregistrement, la Betamax ne peut que s'avouer vaincue devant la VHS de JVC, qui propose une qualité d'image moindre, mais une capacité d'enregistrement allant jusqu'à 10 heures sur certaines cassettes. C'est tout simplement imbattable, et ça permet à la VHS de devenir le leader du marché pendant plus de 20 ans. Parce que oui, à la fin
fin des années 70, l'enregistrement est une petite révolution qui permet de regarder Columbo sans avoir à rater Derrick. Et ça, c'est ce qui constitue un plaisir absolu. C'est l'atout principal de la cassette vidéo. Le consommateur n'est plus esclave des contraintes télévisuelles, et les collectionneurs commencent à germer, enregistrent toutes sortes de programmes, se les échangent, créent du lien autour de ça. À l'époque, introduire une cassette, la rembobiner, faire avance rapide, mettre sur pause et pouvoir profiter d'un programme diffusé plusieurs jours avant, ça constitue le summum de la technologie. En tout cas pour le foyer de Monsieur Tout-le-Monde. J'ai pas besoin de vous rappeler qu'à la fin des années 70, Internet n'existe pas. Et donc le replay non plus. Ceux qui ne vont pas du tout être en phase avec ce procédé, ce sont les studios de télévision qui crient au vol pur et simple de leur programme, pas du tout destinés à vivre dans le temps. Sans oublier le fait qu'enregistrer un programme télé, c'est aussi pouvoir zapper les publicités. Et ça crée du coup un véritable problème entre les annonceurs et les chaînes. Pourquoi payer un spot publicitaire alors que le consommateur a le pouvoir de le couper? Les studios de cinéma, eux, y voient une violation des droits d'auteur et du vol de propriété intellectuelle. On assiste à la genèse de ce que sera le piratage. Les studios de cinéma et de télévision font front commun et attaquent JVC et Sony en justice pour vol à l'étalage. Le procès dure presque une décennie, mais en 1984, la Cour suprême américaine penche en faveur du magnétoscope et affirme qu'enregistrer un programme TV ne constitue pas un délit. La VHS est désormais lavée de toute accusation, et elle va pouvoir entamer son âge d'or et enfin devenir un objet culturel de premier choix. Au début des années 80, la VHS est toujours un objet de niche, qui prend malgré tout de l'ampleur grâce à deux pans du cinéma, le porno et le cinéma de genre. Le porno a fait vendre des millions de cassettes à travers le monde, car pour la première fois, les gens peuvent profiter de ce programme très spécial en toute intimité. La VHS est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à l'industrie du porno. Alors monsieur, vous avez tout ce qu'il vous faut là? Oui, à peu près. Qu'est-ce que c'est cette cassette? Je crois que c'est un film X. Ah bon? Vous en voyez souvent? De temps en temps, lorsque j'ai des amis qui viennent à la maison pour passer un bon petit moment. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Le cinéma de genre, lui, a fini d'être boudé grâce à la VHS. Un nombre incomparable de films méconnus se rendent disponibles au plus grand nombre grâce à l'édition vidéo. Des films que les collectionneurs s'échangent, se vendent, et surtout se loue. Parce qu'avant l'arrivée des grands studios dans la partie, la VHS est un objet très cher à l'achat. Seuls les professionnels peuvent s'en procurer et faire une plus-value grâce à la location. Tous les commerces s'y mettent, et voilà comment on peut aller se boire une bière, voire laver son linge, et en même temps louer sa VHS. Le cinéma indépendant, les commerces indépendants et les passionnés ont le monopole à la fin des années 70, jusqu'au milieu des années 80. Mais l'industrie devient vraiment très rentable, et Hollywood, en bon commerçant qu'il est, ne peut dignement pas passer à côté d'autant d'argent. Les films porno, gore et autres étrangetés cèdent leur couronne au profit de grands studios de cinéma qui décident de commercialiser leurs films en vidéo, et au même moment, un tout nouveau genre de commerce sort de terre, le vidéoclub. Le vidéoclub permet au grand public de louer un ou plusieurs films parmi une large gamme de choix, action, comédie, science-fiction, et il permet au 7e art d'être plus accessible que jamais. Des passionnés y travaillent et poussent à la découverte d'autres passionnés venus trouver un bon film pour la soirée. C'est aussi pour ça qu'à cette époque, les affiches sont particulièrement soignées, car elles sont en première ligne et se doivent d'attirer l'œil au premier regard. Elles peuvent jouer sur le mystère du récit, sur un sens certain de l'aventure, ou encore sur les têtes d'affiche. On y a posé généralement une phrase d'accroche afin de faire monter l'envie chez le spectateur. Aujourd'hui, on accorde beaucoup moins d'importance aux affiches, car un film se vend différemment, grâce à la télévision et internet notamment. Mais bref, pour en revenir au vidéoclub, il devient un lieu pour les cinéphiles, le grand public, mais surtout pour toute la famille. Fini les bars sombres où on venait louer des films sombres. Ces films sont toujours disponibles, mais en hauteur. Comme le porno qui continue de rapporter beaucoup d'argent mais qu'on planque au fond du magasin, dans une pièce spéciale, éclairée avec des néons un peu chelous. En 1987, la VHS est à son apogée. La chaîne de vidéoclub Blockbuster connaît une croissance exponentielle. Plus de 15 millions de magnétoscopes sont vendus aux USA cette année-là. Et le cinéma est plus rentable en vidéo que sur grand écran. Ce magnétoscope VHS possède 2 têtes vidéo. Il est multisystème, PAL, SECAM, mais SECAM. Il recherche automatiquement les stations et mémorise jusqu'à 45 chaînes. Grâce à son tuner interbande et hyperbande, je peux même stocker mes chaînes câblées. Mais qui voudrait acheter une merde pareille? Est-ce que tu veux rire? On est à Los Angeles, j'en vends des centaines, je suis même en rupture de stock. En 10 ans, la VHS a complètement remodelé l'industrie du cinéma et le mode de vie de la population occidentale. Un tout nouveau bien culturel avec ses propres codes, mais surtout un nouveau moyen d'avoir accès à l'art, et à bas coût. L'arrivée d'Hollywood dans le business a énormément augmenté la production de VHS. Forcément, avec plus de films, il faut plus de VHS. Il ne faut pas se contenter de les louer, il faut les vendre. Les prix sont cassés, le marché de la location en prend un coup, mais celui de la vente devient très rentable.
Un des premiers films à devenir accessible financièrement est E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. La VHS est commercialisée en octobre 1988 et vendue à 25 $ l'unité, là où un film à cette époque est plus vendu autour des 90 $. Le pari est gagnant puisque plus de 15 millions de VHS sont vendus pour un total de 250 millions de dollars et plus de 6 millions de cassettes d'E.T. sont louées durant ces 2 premières semaines d'exploitation en vidéo. La plus-value est énorme et les autres studios ne tardent pas à sortir leurs plus grosses productions à des prix défiant toute concurrence. La VHS est accessible à toutes les classes, dans tous les pays, même ceux où elle est interdite. Le bloc de l'Est va être submergé par le capitalisme avec la VHS, un objet clandestin qui se distribue sous les manteaux. Un des films les plus populaires en URSS à l'époque, c'est Rocky IV, que les jeunes s'arrachent. Le paradoxe est total. La puissance du support physique, du cinéma, de l'art et leur influence sont indiscutables. L'industrie du cinéma a commencé par prendre peur et par subir la popularité de la VHS. Mais Hollywood est impitoyable et parvient toujours à tirer profit de ses plus grandes faiblesses. Dans les années 90, la VHS est une mine d'or, notamment grâce à Disney qui s'est enfin décidé à entrer dans la partie. Les films d'animation de cette époque s'arrachent à la vente. Et Disney a aussi grandement aidé à faire de la VHS une norme. Les gens ne peuvent plus envisager de ne pas pouvoir regarder des films chez eux, et pour cause. Plus de 32 millions de copies du Roi Lion sont vendues, plus de 25 millions pour Blanche-Neige et Aladdin, plus de 15 millions pour Cendrillon. C'est un raz-de-marée, et comme toujours, c'est Disney qui gagne à la fin. Il n'empêche que l'absence de Disney sur le marché de la vidéo à la fin des années 70 a permis à la France notamment d'aller découvrir ce qui se faisait du côté du Japon. Des VHS comme Goldorak et autres animés ont permis à la culture japonaise de se faire une vraie place dans nos foyers, bien avant le Club Dorothée. Parce que la VHS a eu cette force de mettre de la lumière sur les œuvres, de prolonger la vie d'un film, voire même de lui offrir une seconde chance. Beaucoup de films qui n'ont pas connu le succès en salle ont su se rattraper grâce au marché de la vidéo. Certains sont même devenus cultes grâce à ça. C'est le cas par exemple de The Thing, Last Action Hero ou encore Blade Runner. La salle permet de découvrir un film, de la plus belle des manières, dans de superbes conditions. Mais c'est le support physique qui le rend immortel. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, il faut acheter les films qu'on aime, les posséder, les conserver. Nous sommes les gardiens de cet art, et nous nous devons de le préserver. Si la VHS a donné une seconde chance à certaines œuvres, elle a aussi permis de consolider le succès de beaucoup d'autres. Jurassic Park, Les Dents de la Mer, Toy Story, Titanic ont connu un succès monstre en salle, mais aussi en vidéo. Le cas Titanic est encore plus impressionnant. Il est le premier film à sortir en vidéo alors qu'il est encore disponible en salle. Il s'est vendu plus de 58 millions de VHS de Titanic dans le monde pour un bénéfice de 900 millions de dollars. C'est tout simplement ahurissant. Même en France, la sortie en vidéo est un vrai phénomène. Ce matin, ils attendaient tous devant l'entrée et ils ont tous couru. On n'a jamais vu ça. Faisait la queue à l'entrée. Aujourd'hui, le pain, la viande et les légumes devront attendre au premier achat au fond du caddie. Le Titanic, la précieuse cassette est digne d'une boîte de sucre en période de crise. En 1998, Titanic sera un des derniers gros succès en VHS, car à la même époque, un nouveau format plus compact, plus simple d'utilisation et de meilleure qualité commence à prendre ses marques. Je parle bien sûr du DVD. Au début des années 2000, la transition entre la VHS et le DVD se fait de plus en plus pressante. Le DVD possède des qualités indéniables, une meilleure qualité d'image et de son, pas de rembobinage, un meilleur stockage, un boîtier plus fin, bref, un adversaire de taille pour un combat gagné d'avance. Les studios suivent vite la tendance et laissent tomber petit à petit le format VHS. Le succès est immédiat. Le Monde de Nemo par exemple a vendu plus de 8 millions d'éditions DVD lors de son premier jour de sortie, le 4 novembre 2003. Aujourd'hui, il est encore le DVD le plus vendu de tous les temps avec plus de 40 millions de ventes. En France, le dernier film à sortir en VHS, c'est Bienvenue chez les Ch'tis en 2008. La dernière VHS, elle, sortira d'usine en 2015, et le dernier magnétoscope en 2016. Le DVD, quant à lui, a aussi cédé plus ou moins sa place au Blu-ray. Sans oublier le 4K Ultra HD, qui est réservé à nous, les collectionneurs fous qui continuons à prendre du plaisir à entasser notre joli tas de boîtiers sur des étagères, qui ne cesse de se remplir, tant le cinéma a une infinité de belles choses à offrir. Aujourd'hui, la VHS est considérée par beaucoup comme un vestige, mais elle est pourtant loin d'avoir disparu pour autant. Elle continue à bien se porter sur le marché de l'occasion, les collectionneurs en raffolent, et certains sont prêts à débourser beaucoup pour des films jamais édités en DVD, qui n'existent que sous ce format. Et heureusement que ces passionnés sont là pour archiver et conserver des reliques en voie de disparition. Le style VHS est présent sur nos photos et vidéos internet via des filtres. Les défauts visuels d'autrefois sont désormais à la mode. Les Blu-ray sont parfois édités sous forme de coffrets reprenant le style VHS. Il existe même des projections de VHS pour les aficionados de nanars en tout genre.
La VHS, le vidéoclub, l'enregistrement, tout ça a créé un grand nombre de cinéphiles à travers le monde. Tout ça a permis à l'art cinématographique de se développer. Ça a été l'avènement du support physique, aujourd'hui mis en danger à cause du streaming, mais pourtant toujours debout. Personnellement, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si mon père et ma mère n'étaient pas allés chaque semaine acheter leur télécassette pour pouvoir enregistrer les films de Terry Gilliam, Catherine Bigelow, Martin Scorsese, John McTiernan, j'en passe et des meilleurs. C'est un objet unique en son genre, et je suis très heureux d'avoir pu vous en parler à travers cette vidéo. D'ailleurs, je suis très curieux de connaître vos anecdotes concernant la VHS, si vous avez des choses à raconter par rapport à ce support, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, on est de plus en plus nombreux, et les 100 000 abonnés vont arriver très bientôt, et c'est absolument incroyable. Je vous donne rendez-vous en ce mois de novembre pour James Cameron, et le mois prochain pour Star Wars, on va finir l'année en beauté. Et je remercie encore une fois le partenaire de cette vidéo, la marque Oli, parce que c'est grâce à ce genre de partenariat que je peux continuer à vous offrir du contenu. Donc merci encore, merci pour tout, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, et surtout, achetez du support physique.